Deux types de blessures principalement. Toutes les blessures qui sont liées à la sexualité et toutes les blessures qui sont liées à la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on est tous dans nos familles soumis à des répétitions concernant des impensés qu'on dit généalogiques, c'est-à-dire qui se sont répétés depuis nos arrière-arrière-arrière-grands-parents sur cette génération a priori, jusqu'à nous. Donc de génération en génération, à partir du moment où quelqu'un a vécu un trauma lié à la sexualité ou à la mort, ce trauma s'est répété d'une génération à l'autre. Alors parfois il se répète de manière visible, des fois il se répète de manière invisible, mais en tout cas il est transmis. Sur un mécanisme tout simple, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, tout ce qui s'imprime se répète. C'est automatique. On appelle ça, dans le jargon des psychanalystes transgénérationnels dont je fais partie, les répétitions de loyauté, les pilotes automatiques. C'est-à-dire en fait beaucoup de choses dans nos vies que l'on pense être tout à fait venant de nous, en disant mais oui c'est moi qui ai eu l'idée ou ainsi de suite. Non, bien souvent, pour ne pas dire systématiquement, on vit dans la pensée de nos ancêtres. Alors quand je dis ancêtres, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, on est déjà à 4 générations si on s'inclut soi. Au-delà, c'est déjà moins visible, mais ça existe. Dans les textes anciens, par exemple dans la Bible, il est écrit « Vous paierez la faute de vos pères sur 7 générations ». Ça veut dire qu'un trauma à la 7e génération, forcément, on va avoir une implication. Quand je dis forcément, c'est que quelqu'un dans les générations en dessous, au niveau de nous, de nos cousins ou de la fratrie, sera impacté par ce trauma vécu. Deux types de traumas, donc pour te répondre, deux types de blessures, toutes les blessures liées à la sexualité, toutes les blessures liées à la mort. De manière très factuelle, les blessures liées à la sexualité, dès qu'il y a eu un viol, dès qu'il y a eu un abus sexuel de quelque manière que ce soit. Alors, il y a des abus sexuels physiques, il y a des abus sexuels psychologiques, il y a des abus sexuels émotionnels ou affectifs. Mais dès qu'il y a eu abus sexuel et que la personne qui en a été victime ne peut pas accéder à une parole qui permette de faire circuler l'information de ce qu'elle a vécu, ça va créer, ça va enquister l'information qui sera transmise par cette personne victime à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses petits-petits-enfants, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dénonce le machin, qui dise « Moi, j'en peux plus, ma vie c'est une merde, maman a vécu un abus sexuel, grand-mère a vécu un abus sexuel ». Voilà, c'est des choses qu'on retrouve dans ses généalogies, dans son histoire, dans ses rêves, dans son vécu. Il y a des choses qui remontent et qui nous font dire qu'il y a un petit souci. Ou des fois, c'est nos enfants qui viennent avec des histoires et qui font « Oh, il y a un problème ». Donc là, il faut s'interroger sur ce qui se passe. Tout ce qui concerne la sexualité et tout ce qui concerne la mort, les meurtres, mais c'est plutôt rare, ça c'est ce qu'on voit à la télévision, mais principalement ce qu'on a c'est les enfants qui meurent en couche, les enfants et les femmes pardon, qui meurent en couche. C'était le cas pour nos grands-parents. De nos jours ça s'est un peu calmé grâce aux bénéfices magnifiques de la médecine. À une certaine époque c'était un enfant sur deux qui mourait à la naissance. Aujourd'hui on est à 3 pour 1000 je crois de mémoire. Donc ça c'est la première chose. Donc les femmes parturientes qui donnent naissance à un enfant et l'enfant décède. Ça c'est la deuxième cause de décès, de fantômes liés à la mort. C'est un enfant qu'on attendait, qu'on n'attendait pas toujours, mais en tout cas dont on n'a pas forcément fait le deuil, qu'on n'a pas forcément nommé. Parfois c'est des enfants qu'on a inscrits sur les registres en écrivant juste enfant naturel, ou parce que c'était pas forcément le père qui était le père aussi. Donc ça c'est des traumatismes liés à la sexualité qui se lient aussi à la mort. On a toutes les maladies, toutes les personnes qui ont souffert de longues maladies, qui ont créé des sortes de carcans dans les familles parce qu'il a fallu s'occuper d'elles et ça fait des soucis aussi plus tard. On a les personnes qui peuvent être tous les handicaps liés à la guerre par exemple, ou toutes les personnes qui sont mortes à la guerre, ou toutes les personnes qui sont revenues blessées de la guerre, ça aussi ça a des conséquences. Bref, donc toutes les transmissions qui sont liées à la sexualité et à la mort, quand c'est impensé, quand c'est pas parlé, parce que tout ce qui est parlé et pensé, se transmettent de manière automatique aux générations suivantes.
Alors, rien ne peut alerter la personne, c'est-à-dire qu'on est un peu comme un poisson qui vit dans son aquarium. On respire une eau qui est viciée et on ne le sait pas, et on croit que cette eau viciée-là, c'est notre réalité. S'il n'y a pas quelqu'un comme moi, par exemple, qui va me mettre devant toi, qui va prendre ce temps-là et cet espace-là pour expliquer, attention, il y a certains mécanismes de répétition que vous vivez, que ce soit des questions de place, par exemple, au travail, des questions de j'ai jamais ma place, ou je fais jamais ce que je veux, ou dès que je veux quelque chose, ça m'est retiré, ou je ne prends pas mon pied au lit, ça peut être des choses comme ça, ou à chaque fois que je tombe sur quelqu'un, je tombe toujours sur le même mec ou sur la même nana, ou c'est toujours la même histoire qui se répète. Dès qu'en fait la personne a le sentiment d'une répétition, et ça c'est vraiment le mot qui est important, c'est le mot répétition, de quoi que ce soit dans sa vie, il est systématiquement question de transgénérationnel, c'est-à-dire d'une histoire non résolue dans les branches, dans l'antériorité de cette personne, qui concerne soit la branche de son père, soit la branche de sa mère, soit les deux branches, et qui nous invite à remonter pour retrouver le fil de la narration, trouver à quel endroit quelque chose n'a pas pu se dénouer, se dire, se parler, se vivre, et qui est demandé aux descendants à dénouer, à parler, à vivre. Sous quelle forme de symptômes? La répétition. Il n'y a que ça, il n'y a que la répétition d'une même forme de situation embarrassante, parce que dans nos schémas familiaux, évidemment, on a des bonnes choses. Alors répéter des bonnes choses qui nous font plaisir, il n'y a pas de problème, tous les jours, et puis on en demande encore. Mais répéter des choses qui ne nous font pas plaisir, de ne pas savoir par quel chemin et par quel boulet prendre pour pouvoir en sortir, parce qu'on quitte une entreprise où on avait un patron sadique, pour en retrouver une autre où on se dit ouais c'est super, et puis finalement on s'aperçoit que c'est pas le patron qui est sadique, c'est la patronne, et qu'on est de nouveau en train de se coltiner des collègues avec qui on se pensait pouvoir être accueilli, et on est rejeté. Voilà, ça c'est peut-être une chose. Ou on se marie à un premier bonhomme, voilà, c'est l'amour de sa vie, puis on s'avère qu'après qu'il ait fait le premier enfant, il s'en va. On pleure un bon coup, on se dit bon, bah, c'est pas grave, je vais lui m'en trouver un deuxième, on s'en trouve un deuxième, il fait un deuxième enfant, hop, c'était peut-être son premier, j'en sais rien, hop, il s'en va. Puis on va en chercher un troisième, et ainsi de suite. Ça peut durer longtemps. Voilà. Dans toutes les causes de maladies aussi, c'est-à-dire que tu as beaucoup de maladies graves, type le cancer ou la sclérose en plaques, ou d'autres dans les maladies physiques qui ont des liens directs avec les histoires familiales des personnes. Le cancer du sein, par exemple, aujourd'hui, fait partie des cancers qui sont vraiment notés comme étant d'origine transgénérationnelle, notamment par rapport à la manière dont les femmes perçoivent leur propre féminité et la manière dont cette féminité-là a été pensée aussi bien dans les femmes des lignées précédentes que par les hommes qui regardaient les femmes dans ces lignées précédentes. Voilà. Donc tu as des maladies comme ça, mais donc je t'ai parlé des situations de répétition, je t'ai parlé des maladies qui peuvent être directement liées à des fantômes transgénérationnels, et puis tu as aussi des circonstances ou des choses qui te paraissent totalement anecdotiques. Par exemple le mariage. Le mariage, on se marie par amour. Ah bon, moi, je sais pas, peut-être, voilà. Mais le mariage est une invention du transgénérationnel aussi, ça n'a pas toujours existé, il y a une histoire, c'est-à-dire que la manière dont on se marie, ce dont on attend dans un mariage. Pourquoi est-ce que tu as deux personnes qui, dans un couple, quand ils ne sont pas mariés, vont s'entendre comme larron en foire et ça va se passer très bien, et à partir du moment où ils se marient, c'est la fin des haricots. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont activé dans leur transgénérationnel pour faire en sorte que leur histoire d'amour, qui était juste nickel, et ça se passait très bien, deviennent du jour au lendemain leur poison. C'est-à-dire que comment leurs ancêtres ont considéré le mariage. Voilà. Mais tu peux le faire sur plein de choses. Lancer une entreprise, faire naître un enfant, en fait. Tout ce que nous faisons tous les jours dans notre vie quotidienne, des choses très simples, sont issues de notre transgénérationnel. Le transgénérationnel, on peut dire, c'est quoi? C'est comment j'accepte ou pas de vivre dans les pensées passées de mes ancêtres. C'est très simple à comprendre. Moi, je suis vivant. Aujourd'hui, j'ai du désir. J'émets des pensées. Ces pensées-là, je me dis, tiens, je rêve d'un monde futur qui soit comme ci, comme ça. Pour mes enfants, pour mes petits-enfants, voilà. Je voudrais que la Terre elle soit plus comme ci, plus comme ça, qui est un peu ça. Voilà. Donc, j'émets des pensées. Ces pensées-là, si je suis tout seul à les émettre, c'est une chose. Mais si on est plusieurs dans la famille, ou si on est plusieurs sur Terre à les émettre, elles vont peut-être, si quelqu'un s'en empare, créer une réalité. Dans nos familles, c'est exactement la même chose. Si un grand-père a eu un désir, par exemple, tout petit, il voulait être journaliste, et puis
il est allé faire la guerre, et son père, en rentrant de la guerre, lui a dit, écoute mon fils, moi je suis fermier, t'es mignon, toi tu pouvais être journaliste, c'est un truc d'intellectuel, tu vas rester à la ferme, parce que moi j'ai besoin d'un fermier pour aller travailler les vaches, et puis tu vas te marier, parce que juste à côté, il y a une petite donzelle là qui est pas mal, qui a besoin de toi. On a un grand-père frustré, voilà, qui voulait être journaliste, et qui sera jamais journaliste, qui sera fermier, et qui traira les épis des vaches pour avoir du lait et faire tourner la boutique. Bon, il fait des enfants, cet homme-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des enfants dans son désir ou pas? Il y a peu de chance, parce qu'il sera déjà à côté de la plaque. Ces enfants vont vivre dans les pensées de leur père qui n'ont pas été exprimées, c'est-à-dire un désir d'ailleurs, un désir d'ouverture sur le monde, un désir d'autre chose. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Mystère. Comment ça va se transformer dans leur vie pour faire en sorte que cet espace-là soit un espace d'ouverture? Mystère. Mais ils vivront déjà dans les pensées de leur père, en l'occurrence. C'est-à-dire que des choses qui penseront être tout à fait naturelles, bien apprendre à l'école, s'intéresser à la littérature, prendre des photos, c'est déjà des choses qui existent dans la pensée de leur papa à travers le désir d'avoir été journaliste. Et peut-être que les enfants de ces personnes-là, peut-être seront effectivement journalistes, mais qu'il y a un endroit, quelque chose qui va se passer, qui va faire que ce métier-là n'est pas possible, ou pas comme ça, ou que le désir d'être journaliste automobile sera irréalisable, et qu'il faudra être journaliste financier, parce qu'en fait le grand-père est un journaliste frustré, qui s'est retrouvé à l'étable. Peut-être que le petit-fils, lui, sera journaliste fermier, c'est-à-dire devoir aller faire des captations au salon d'agriculture. Voilà, j'en sais rien. C'est juste pour te dire en fait que le transgénérationnel, c'est quelque chose de quotidien, qu'on vit tous les jours, on s'en rend pas compte, c'est comme l'eau pour un poisson dans son aquarium, et que le transgénérationnel, c'est comment j'accepte ou pas, inconsciemment, de vivre dans les pensées de ceux qui m'ont précédé. Quand c'est des bonnes pensées, tout va bien, on est content, on a l'impression que la vie est fluide, parce que tu as les pensées qui nourrissent la vie et les pensées qui nourrissent la mort. Donc les pensées de désir qui nourrissent la vie, les pensées de désir qui nourrissent la mort. On peut très bien vouloir nourrir la mort quand on a vécu des deuils et qu'on n'a pas fini de les faire, quand certaines personnes ont été très malades et qu'elles ont très mal vécu cette maladie, qu'elles n'ont pas compris ce que ça voulait dire, autrement dit qu'elles n'ont pas réussi à guérir, et ainsi de suite. Ça transmet des choses pas terribles, dans lesquelles les descendants peuvent vivre et dire « Moi, je choisis de vivre cette pensée-là pour en faire mon quotidien de souffrance, de douleur, pour réussir à dénoncer quelque chose qui s'est passé avant. » C'est un mécanisme tout simple, c'est celui de l'enfant. Alors on a plusieurs manières de voir les choses. Soit on considère que c'est transmis par l'ADN. Aujourd'hui, l'épigénétique, qui est une science qui nous dit comment fonctionne l'ADN, notamment par rapport au transgénérationnel, c'est-à-dire comment l'ADN véhicule des mémoires, des traumas, et pas que des traumas, mais aussi des bonnes choses, de ce qui s'est passé dans nos familles avant nous, par rapport à comment l'ADN est connecté à l'environnement, et j'en passe des meilleurs, ou à toutes nos bontés aussi, comment plus on va être bon vis-à-vis des autres, comment plus les autres vont être bons vis-à-vis de nous, ça va modifier la manière dont notre ADN va être lu. Voilà. L'épigénétique, c'est une science absolument, pour moi, formidable, qui vient valider l'existence matérielle et la transmission matériellement dans un support informationnel moléculaire, l'ADN, de nos histoires familiales. Voilà. Le mécanisme, on peut le voir aussi avec une autre portée qui est celle de la psyché du bébé, c'est qu'on peut considérer, notamment il y a certains psychanalystes dont Didier Dumas faisait partie, ou Françoise Dolto, qui considéraient que les bébés étaient télépathes et que par cette fonction-là de télépathie, eux copie-collent comme un ordinateur la structure psychique, psychologique, affective, émotionnelle, mentale de leurs parents, mais pas que de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Bref, de toute la famille. Oncles et tantes, fratrie incluse. Donc on peut le voir comme ça aussi. C'est-à-dire que comment le transgénérationnel s'inscrit, on peut dire, tiens, c'est à travers l'ADN, puisque moi je suis le fils de mes parents, qui eux-mêmes sont les enfants de leurs parents, il y a une transmission à travers l'ADN. Ça, c'est quand on a une vision matérialiste. On peut se dire qu'il y a une transmission psychique, et ça, c'est quand on a une vision moins matérialiste. Et puis on peut se dire que les deux existent. Avant de commencer ce travail, la première chose que moi je demande, c'est de faire son arbre généalogique.
Alors, la plupart du temps, les personnes que j'accompagne connaissent leurs frères et sœurs, leurs parents, leurs grands-parents. Au-delà, c'est plus compliqué. Moi, ce qui m'intéresse dans le fait de faire un arbre généalogique, c'est d'aller chercher ce qui ne s'est pas dit, puisque ce qui ne s'est pas dit s'est imprimé, et ce qui s'est imprimé va se répéter. Donc tout mon travail, c'est d'aller voir toutes les choses qui ne se sont pas dites. Alors, comment je fais pour ça? Il me faut une structure. La structure que j'utilise, c'est celle de l'arbre généalogique, que j'assimile au squelette chez l'être humain. Donc on ne va pas faire son arbre généalogique au sens où ce qu'on fait, c'est qu'on va poser juste avec des noms et des prénoms et des dates de naissance, de conception, de décès et de mariage sur un bout de papier. Donc il ne s'agit pas de planter une graine et de regarder comment ça fleurit. Mais moi, ce squelette-là me permet de regarder où se trouvent les répétitions. Donc la première chose que je demande, et ça se fait au fur et à mesure, parce que quand on arrive, on ne connaît pas tout son arbre généalogique. Et il n'est pas nécessaire de connaître tout son arbre généalogique avant de venir me voir. Ça n'a aucun intérêt. Il y a des endroits où on ira, parce que c'est important, en fonction des répétitions, de signifiants, c'est-à-dire de dates. Quand il y a des répétitions de dates, en général, c'est que, on appelle ça les marqueurs du fantôme, c'est que le fantôme donc, est une structure de l'impensé généalogique. Maintenant, je le fais en français, c'est quand il y a eu une couille ou un problème, quand il y a eu un trauma, ça crée une bulle, et cette bulle-là se transmet. Et comment on sait qu'elle se transmet? Parce qu'en fait, il y a des répétitions de génération en génération. Donc quand on arrive à trouver la source des répétitions, on a trouvé l'endroit où la bulle a eu lieu. Ensuite, il suffit de regarder de quoi ça parle. Comment on sait de quoi ça parle? Regardez quels ont été les symptômes des uns et des autres. Car à chaque fois que cette bulle passe quelque part, elle va laisser des traces. C'est un peu comme les trous noirs dans l'univers. Comment on fait pour détecter un trou noir? On regarde partout où sont les étoiles, et là où il n'y a pas d'étoiles, on sait qu'il y a un trou noir. Et bien moi, c'est exactement ça mon métier. Mon métier, c'est de chercher où sont les trous noirs. C'est-à-dire, là où il y a un trou noir, il y a un impensé. Il y a quelque chose qui n'est pas parlé. Pour ça, j'utilise les familles, la mémoire des familles, déjà. Qu'est-ce qui s'est passé pour votre grand-père, pour votre grand-mère, pour vos frères et sœurs, pour votre père, pour votre mère? Des fois, cette information-là n'existe pas. Quand elle n'existe pas, uniquement les archives. On a énormément de choses dans les archives, et encore, la seule chose qu'il nous faut, c'est des noms, des prénoms, date de naissance, date de décès, date de mariage. Et à partir de ça, moi, je retrouve toute l'histoire de la personne. Donc au début, je pose la personne en elle-même, son contexte, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, pourquoi vous venez me voir, qu'est-ce que vous attendez de ce travail, quels sont vos engagements vis-à-vis de vous. J'insiste sur le fait que tout ce que l'on demande à son arbre généalogique sera réalisé. Ça, c'est vraiment important, parce que c'est vraiment là où le travail va mener. Donc moi j'accompagne pour que les choses qui soient demandées, les engagements qui soient posés, soient les plus clairs possibles et qui fassent vraiment vibrer la personne en disant oui, c'est là où je veux aller. Ce sont ces choses-là qui vont me permettre de regarder l'arbre généalogique de la personne avec un certain angle. Puisqu'en fait, si je ne sais pas ce que je regarde, d'où je regarde, je ne saurai pas ce que je vois. Donc, j'utilise ces engagements-là pour regarder l'arbre. En général, ça nous parle souvent de la même chose. Je veux être plus proche de moi, je veux avoir la paix, je recherche l'amour, si possible faire ce que j'aime dans la vie et m'éclater avec beaucoup de joie et de plaisir. Très bien. Donc, pour regarder ça, il faut regarder tous les endroits où, chez les ancêtres, ça s'est pas fait. Donc tu viens chez moi, je regarde. Je pose toi, ton prénom, ton nom de famille, ta date de naissance, on calcule ta date de conception. Si par hasard tu as été un enfant qui est né avant terme, dans ces cas-là, on rectifie la date de conception. Et puis pour tous ceux qui sont morts, en dessous, on met la date et je me demande à ce que soit posée la date de décès. Si l'un de tes parents ou ancêtres s'est marié plusieurs fois, bon, on va mettre les différents mariages, et à partir de là, en fait, on a un tableau qui commence à s'esquisser, un arbre généalogique, certains t'appelleront ça un génosociogramme. Bref, tu auras quelque chose qui va se dessiner, et tu auras surtout des grandes lignes directrices, voilà, qui sont les traces de la bulle qui passe d'une génération à une autre. En général, il existe 4 bulles, une par grand-parent. Chacun de nos grands-parents nous a refilé une patate chaude, un fantôme transgénérationnel, une bulle de trauma, comme ça, qu'on va avoir à gérer. Alors Dieu merci, on n'a pas tous dans une fratrie la même bulle à gérer. Des fois c'est réparti, des fois pas. Bon bref, ça c'est encore une autre histoire. Et quand tu viens chez moi, donc premier rendez-vous, ça dure 2 heures, de manière très concrète. Bonjour, je présente l'arbre. Qu'est-ce que c'est?
à quoi ça sert, ce que vous pouvez en attendre, comment on va faire les recherches, s'il vous manque des informations, ce qui est souvent le cas. Par exemple, si on doit remonter à la 4e ou 5e génération, ou 6e, rarement 7e, c'est encore plus exceptionnel, mais parfois c'est le cas, il faut le faire. Comment on regarde dans les archives? Aujourd'hui, on a beaucoup de chance, tout est sur Internet. Donc, depuis que les archives de l'état civil ont été numérisées, on clic, 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 toc, je voudrais Germain Gaston, je sais pas quoi, hop, on l'a. Voilà. On a aussi pour les hommes tous les dossiers militaires. Aujourd'hui, on a accès à ces sources d'informations là. Et puis parfois, quand on ne trouve pas l'information, parce que c'est dans des familles à la campagne qui sont très enfermées sur elles-mêmes, où ils sont tous mariés entre des maris, des Jacques, des maris, des cousins, des cousines, on ne sait plus qui est qui. Dans ces cas-là, décrocher son téléphone pour faire appel à un généalogiste qui connaît le quartier, la situation, l'époque et ainsi de suite, peut débloquer des situations vraiment embêtantes pour des sommes relativement modiques. Donc ça, c'est aussi quelque chose que de temps en temps, je propose, téléphoner à un généalogiste pour vous débloquer cette situation-là, récupérer les informations, vérifier si elles ont du sens par rapport à l'histoire, qu'est-ce qu'elle raconte, et de placer tout ça pour aller systématiquement regarder l'origine de cette transmission de fantômes, de patates chaudes qui nous invitent à répéter des choses dans notre vie qui nous déplaisent fortement. Si tu trouves, si on trouve, si je trouve, par exemple, que ce que tu vis est la résultante du décès d'une grand-mère à la 4e génération morte en couche, comment on répare ça? C'est-à-dire que ça, dans la vie de tous les jours, ça te plombe, tu ne le savais pas, et il s'avère que la connexion de ce que tu vis dans ta vie de tous les jours, de ce qui se répète de manière négative, te parle de cette grand-mère-là. De tout temps, y compris en Occident, on utilisait, alors aujourd'hui on le voit encore en Asie, des rituels. Et notamment, on avait des espaces dédiés à nos ancêtres. Parce qu'aujourd'hui, dans le langage, si tu écoutes bien, on va te parler de mort. On ne te parle pas d'ancêtre. Dire à quelqu'un c'est mon ancêtre, soit c'est que tu appartiens à l'aristocratie française et c'est quelque chose, soit sinon c'est que tu rien enfin, tu parles juste un langage que personne ne comprend. La différence, moi je fais une différence fondamentale entre un mort, que je peux traduire par un macabé, et un ancêtre. Un mort, c'est quelqu'un qui en général nous plombe. Un ancêtre, c'est quelqu'un qui va nous donner de l'énergie. Il fera partie de notre ciel étoilé, il fera partie de nos petites lumières. Donc une partie de mon travail consiste à se transformer des morts, des macabées, en ancêtres. Alors je ne dis pas transformer, puisqu'en fait il n'y a pas de transformation, c'est un accompagnement. Comment on fait? Par l'entremise du rituel. Une fois qu'on a retrouvé l'histoire, alors pour retrouver l'histoire de la personne, j'utilise des techniques, parce qu'une fois qu'on sait, alors parfois on a les dates, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un enfant qui naît le 14 juillet et que la mère meurt le 15. Donc on se dit, bah oui, cette femme est morte des suites de couches, ça c'est obligé. Parfois, c'est pas le cas. Parfois, on ne sait pas forcément ce qui se passe dans d'autres situations. Donc, quand factuellement, on n'a pas toujours, à travers les dates, le point d'origine de ce qui s'est passé, j'utilise des techniques qui passent soit par le corps énergétique, c'est-à-dire qui utilisent la mémoire du corps énergétique pour retrouver l'information, soit je recommande les personnes que j'accompagne pour aller voir quelqu'un qui travaille sur le corps, que ce soit un chiropracteur ou un ostéopathe, qui va pouvoir dégager ces mémoires-là ou retrouver le fil de ces mémoires-là. Mon travail aussi, donc une fois que ça s'est fait, la personne revient et on va aller voir son ancêtre avec l'information. Quand je dis qu'on va aller voir son ancêtre, c'est pas l'ancêtre en direct qu'on va aller voir, c'est l'information de l'ancêtre que cette personne porte. S'il y a eu trauma, ça veut dire que quelque part, il y a du temps qui est arrêté. Quand on fait un rituel, on relance la mécanique du temps. Donc, qui dit trauma, ça veut dire arrêt du temps. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, la personne ne vit plus, c'est morbide, c'est terminé. Cet arrêt du temps se transmet de génération en génération. Très bien. Pour relancer le temps dans notre vie, pour revivre au présent et non pas au passé, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on relance la pendule du temps pour l'ancêtre. À travers quoi? Des rituels. Ça se fait dans toutes les traditions. De nos jours, c'est un mot. Alors, on peut entendre aussi acte psychomagique ou acte, voilà.
Bon, moi j'utilise le mot rituel, ça peut faire un peu vieillot, mais il me convient très bien, c'est souvent des choses extrêmement simples, voilà, mais en gros, la personne elle a rêvé d'avoir quelque chose, de pouvoir en bénéficier, de pouvoir en jouir, et puis elle l'a pas eu, qu'est-ce qu'on fait? On le lui donne. Et il s'avère que quand on le lui donne à cet ancêtre, non seulement on le lui donne, mais on se donne aussi à soi, à l'endroit où on a été blessé, ce que cette personne-là demandait. Et ça vient aussi combler un vide en soi et relancer la mécanique du temps en soi. Ensuite, c'est comme chez le médecin. D'abord, on fait un premier constat, ensuite on fait le rituel, ensuite on fait enfin une première radio, ensuite on fait le rituel, ensuite on fait la deuxième radio de contrôle pour voir si le rituel a bien fonctionné. C'est simple. Quand la personne a fait un sourire, c'est que c'est bon. Quand la personne a fait la gueule, c'est que c'est pas bon. Donc, en général, les personnes font sourire. Quand elle fait la gueule, c'est qu'il y a une raison. C'est que soit le rituel a été mal fait, soit qu'il n'a pas été mal reçu, soit quand je dis mal fait, c'est qu'il a été mal envoyé ou pas avec l'intention correcte, ou il a été mal reçu, ou qu'il a été pris par quelqu'un d'autre. Parfois, ça arrive. Dans les rituels, je donne toujours des rituels qui sont très personnels aux personnes que j'accompagne. Donc j'ai un cadre général pour le rituel qui se fait dans une transmission qui m'a été faite, qui est celle des chamans amérindiens, notamment des Sioux Lakota. Voilà. Donc j'ai pas de rituel type, j'ai un cadre type qui est voilà, qui est ma garantie que ça se passe bien ou le mieux possible, que ça assure protection aussi bien à la personne qui fait le rituel qu'à la personne qui le reçoit. Mais par contre, après ça c'est différent selon chaque cas. Voilà. Donc pour ça je peux pas te répondre. Je peux pas te dire comment se passe un rituel. Souvent c'est très simple, c'est une bougie, c'est du fil, c'est un morceau de papier, c'est un fruit, une coupelle, de l'eau, du bois, du métal, et puis parfois c'est un peu plus compliqué, ou des fois il faut une photo, ou une captation sur internet, une impression sur internet, voilà. Souvent c'est des choses simples comme ça, avec l'intention qui va avec. D'autres fois c'est des choses un peu plus compliquées, un peu plus longues, voilà. Mais un rituel de base, c'est du fil rouge, une bougie, une photo, un post-it, voilà, une intention, un moment dans la journée parfois. Je t'ai parlé tout à l'heure de répétition. C'est-à-dire que dans notre vie, on vit des situations de répétition. Ou alors, on vit des choses qui sont traumatisantes. Des accidents, des ruptures, des séparations. Enfin, il n'y a pas besoin d'aide d'ailleurs. Une seule, ça suffit en général pour nous plomber. Ça peut être une mort d'enfant. Enfin, ça peut être des choses vraiment dramatiques. Toutes ces choses-là ont toujours une origine transgénérationnelle. Comment on sait qu'on est guéri? D'abord, quand on est dans des mécanismes de répétition, c'est que la répétition n'est plus. C'est la première chose. Et qu'il y a même une autre chose encore plus fondamentale que ça, c'est que quand on fait un sourire dans la vie, qu'on se lève le matin et qu'on est juste heureux d'être là ou heureuse d'être là, c'est fini, c'est que cette mémoire du passé qui nous invitait à être à côté de notre désir, mais dans le désir d'un ancêtre, n'est plus. Donc on est guéri. Si le matin on se lève et qu'on fait encore la tronche, c'est qu'il y a encore un truc à soigner. Tant qu'on fait la tronche, c'est qu'il y a un truc qui va pas bien. S'il y a un truc qui va pas bien, il y a deux solutions. Soit on continue de faire la tronche et on se dit c'est normal, soit on se dit il y a un problème et je vais regarder ce que c'est. Donc moi, mon travail, c'est d'accompagner les gens à ce que, et les personnes que j'accompagne, c'est de les accompagner à un endroit où elles aiment sourire et que ce qu'elles ont demandé par rapport à leur engagement du début, je te dis que je commençais toujours une séance en notant les engagements de la personne et quels étaient ses désirs de réalisation par rapport à ce travail. Quand ces engagements-là sont réalisés dans la vie quotidienne de manière extrêmement pragmatique, dans ces cas-là, c'est bon. Merci, heureux de vous avoir rencontré, bonne route. Voilà. Je veux dire, c'est qu'il y a un moment, c'est fini, on n'en parle plus. Dossier soldé. Quand tous nos ancêtres qui avaient des choses avec lesquelles on est en lien, avaient des choses à nous demander, ou que nous on s'est demandé des choses par rapport à nous-mêmes, au regard de leur histoire, à ces ancêtres, et qu'on a fait ce qu'on avait à faire, on a soldé les comptes. Dans mon métier, on dit qu'on a réglé nos dettes. C'est-à-dire qu'on a relancé l'horloge du temps. Donc on a remis nos ancêtres dans leur temps, on a remis nos morts dans leur temps, donc ils sont devenus des ancêtres, ils nous envoient leur lumière, et ça veut dire que dans notre vie, l'obscurité est remplacée par de la lumière. Voilà. Donc, il y a des relations
qui étaient impossibles, qui deviennent possibles, des personnes qui quittent nos vies parce qu'elles étaient là pour nous polluer ou pour nous renvoyer à des choses qui nous polluaient ou nous compliquaient. Certaines personnes quittent nos vies, d'autres arrivent en disant «Oh, je te connais pas, mais je suis ravi de faire ta rencontre, c'est magnifique, formidable». Des situations, des problèmes avec les enfants, ça se passait pas bien avec les enfants à l'école ou au sein du couple. C'est reparti, ça peut être au sein du couple, justement, dans la sexualité, il pouvait y avoir des blocages, et puis soudain, maintenant si je prends mon pied, formidable, continuez. Voilà, donc c'est de manière extrêmement simple, c'est que la personne est guérie, au sens où, quand dans la vie elle a la banane, c'est que c'est bon, c'est fait. Et quand ce qu'elle a demandé d'être réalisé au début de son travail est une réalité dans sa vie, c'est bon, c'est fait. Tu vois. Donc comment on sait qu'on a réglé ou soldé les comptes transgénérationnels? C'est quand le matin on se lève et qu'on a la banane et qu'on se sent être dans sa vie à soi.